Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes à ce webinaire portant sur les pratiques inclusives des personnes en situation de handicap en matière de santé et sécurité au travail. Donc, je m'appelle Pascale Chanou et je coordonne le comité consultatif personnes handicapées. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas et celles qui ne le connaissent pas, c'est un forum multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière de politique publique d'emploi à l'égard des personnes handicapées. Donc, vous l'avez compris, c'est moi qui serai votre animatrice pour ce webinaire. Alors, je veux évidemment souhaiter aussi la bienvenue pour commencer à mes 3 invités, donc Magali, Christelle et Lassane. Donc merci à Bonjour. vous 3. Bonjour Magali, Bonjour, bonjour Lassane, bonjour. bonjour Christelle aussi. Donc merci à vous 3 d'avoir accepté mon invitation, tout d'abord, et puis d'être ici aujourd'hui. On est très privilégiés de vous avoir à notre disposition, entre guillemets. Alors, comment le webinaire va se dérouler? C'est simple. En fait, il va y avoir, je vais discuter pendant un peu plus d'une quinzaine de minutes avec chacune et chacun de mes invités. Et on aura par la suite une période de questions d'un quart d'heure aussi, à peu près. Alors, quelques éléments avant de démarrer. Donc, vous le voyez, le webinaire est enregistré. Mais bon, il n'y a pas d'enjeu particulier pour les participants. Là, les micros et les caméras sont fermés. Nous avons aussi 2 interprètes LSQ, donc Yvon et Merval. Donc, bonjour messieurs, merci et merci à vous 2 de nous accompagner dans cette activité. Et pour la période de questions, nous fonctionnerons par écrit, principalement, je vous dirais, sauf exception. Et vous avez dans votre écran une fenêtre spéciale donc pour pouvoir poser vos questions. Si vous souhaitez commencer à le faire pendant les interventions de mes invités, ben, commencez, il y a pas de problème. Alors, je vous propose de démarrer déjà avec ma première invitée. Donc, je suis très heureuse de commencer avec Magali Lavoie. Donc, à nouveau, bonjour Magali. Bonjour Pascal. Alors, je vais te présenter très rapidement. Euh, Tu es diplômée en technique juridique et tu as travaillé comme technicienne en droit pendant une dizaine d'années. Et voulant relever de nouveaux défis, tu as complété un baccalauréat en relations industrielles. Tu as occupé des postes de généraliste en ressources humaines et en SST avant de te joindre à l'équipe du Conseil québécois des entreprises adaptées, donc CQEA, en tant que directrice donc en santé et sécurité du travail. Donc avec toi, on va voir le sujet sous l'angle d'une ressource qui accompagne des entreprises adaptées. Alors peut-être pour commencer et ta présentation, le Conseil québécois, les gens ne savent pas forcément c'est quoi, ni non plus une entreprise adaptée. Alors peut-être si tu peux nous expliquer ça très rapidement. Oui, en fait, le Conseil québécois des entreprises adaptées, c'est l'Association des entreprises adaptées au Québec. Il y a 36 entreprises adaptées partout sur le territoire du Québec. Donc, ils embauchent des personnes, là, au moins 4000 personnes qui vivent avec des limitations. Euh, donc, il y a 60, pour être une entreprise adaptée, l'entreprise doit avoir 60 de personnes vivant avec des limitations à son emploi. Donc, c'est des personnes qui sont productives, mais non compétitives sur le marché régulier de l'emploi. Et c'est des personnes qui ont des limitations de type déficience intellectuelle ou, par exemple, des déficiences physiques ou ça peut aller aussi relativement à la santé mentale. D'accord. Donc des travailleurs avec des types de handicaps diversifiés. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous donner des exemples concrets, je dirais, de mesures de prévention qui ont été mises en place justement dans les entreprises adaptées
pour lesquels toi, tu travailles? Ben oui, en fait, des exemples concrets là, pour faciliter les choses là, avec les personnes qui vivent avec des limitations, donc pour les travailleurs en situation de handicap, on utilise beaucoup les affiches imagées. Donc, par exemple, pour pas oublier le port des équipements de protection individuelle, donc on va afficher des pancartes là, très colorées, très imagées, parce que souvent, il y a peut-être des personnes où le niveau de lecture peut être différent. Donc, vraiment, travailler avec le visuel, avec les personnes qui vivent en situation de handicap. Ensuite, tout ça aussi, de travailler au niveau de la formation, travailler avec des capsules vidéo. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, on a fabriqué là, différentes capsules là, au CQA, donc soit durant la COVID, des capsules COVID et ou là, des capsules liées à la santé et sécurité au travail, comme les piétons et chariots et tout. Et aussi, là, si je peux donner vraiment là, une mesure d'urgence, on a une de nos Ouais. entreprises qui a placé des pieds par terre, donc pour pouvoir aider les travailleurs à savoir les sorties de secours sont où. Donc, en cas d'urgence, par où on doit aller. Parfois, ça peut amener une confusion. Donc, il y a eu des jumelages avec les travailleurs qui étaient plus à risque. Par exemple, des travailleurs malentendants. Donc, il y a eu des jumelages et il y a les pas qui ont été décidés par terre qui se rendent jusqu'à un point de rassemblement qui est identifié de façon là, excessive, si je peux dire, là, dans le stationnement. Donc, Mhm. c'était facile pour eux là, d'ailleurs, cette mesure-là a eu un prix à la CNSST, là, à Ah, l'époque à la d'accord. CSST. Donc, oui, voilà. Parfait. C'est des beaux exemples d'introduction. Est-ce que tu peux préciser un peu la question du jumelage, Magali? Comment vous faites ça, cette histoire de jumelage? Est-ce que c'est pour un contexte particulier? Qui est le jumelé, le jumeleur? Est-ce que tu peux nous préciser des choses là-dessus? Ben, comme par exemple, un travailleur là, qui est en fauteuil roulant, qui est au deuxième étage, pourra pas quitter l'immeuble seul parce que les ascenseurs ne sont pas utilisés. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être désignées pour que tant il y a une mesure d'urgence, un système d'alarme, il doit y avoir une évacuation. Les gens vont accompagner cette personne-là directement. Là. Ils ont des pratiques, donc c'est fait sous forme de pratiques pour pouvoir transporter la personne à l'extérieur de façon sécuritaire. La même chose pour une personne qui est malentendante, donc n'entendra pas les signes et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est désigné qui va aller voir la personne pour l'accompagner, là, lui dire viens avec nous, on doit quitter l'immeuble. La même chose pour une personne qui, par exemple, pourrait être déstabilisée face à un bruit, une personne avec un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. C'est la même chose, là, une personne pourra être jumelée là, pour le réconforter et l'apporter tranquillement là, vers l'extérieur. D'accord, parfait. Donc, dépendamment des types de handicap aussi. Tu as parlé un peu tout à l'heure déjà de la question des capsules. C'est intéressant de voir comment vous faites dans les entreprises adaptées l'information et la formation des nouveaux travailleurs en situation de handicap, donc qui sont embauchés sur l'aspect bien sûr santé, sécurité, travail. Est-ce que tu peux compléter ce que tu disais sur les capsules? Oui, ben en fait, si on reprend en fait là, la base de la formation puis de l'information là, en entreprise pour les travailleurs en situation de handicap, il faut d'abord commencer par former le personnel encadrant. Donc, nous, ce qu'on fait, tu sais, Mmh. ce qu'on fait au CQA, donc il y a des formations qui mieux comprendre les travailleurs avec limitation ou on appelle les superviseurs avec brio, tout dépendamment de la limitation des travailleurs. Donc, pour les superviseurs, pour les outiller à bien comprendre les travailleurs. Ensuite de ça, effectivement, il y a les capsules qui vont être, qui ont été développées, là, soit mettons un chariot élévateur ou pour analyse des risques, posture de travail, manutention de charge. Donc, c'est des capsules qui ont été développées avec un langage précis, pas compliqué. Nous, Mmh. notre outil, c'était le Larousse Junior. Donc,
si le mot ne se retrouve pas dans le Larousse Junior, on ne l'utilisera pas dans nos capsules parce que les personnes avec limitation, tout dépendamment de quelles sont ces limitations, aura peut-être pas non plus la même compréhension qu'une personne là, qui a évolué là, euh, par exemple à l'université ou des choses comme ça. Donc, on utilise un niveau de langage qui est simple pour la compréhension, puis on l'accompagne. En fait, il y a des documents d'accompagnement pour ces capsules-là. Pour que le travailleur ait quelqu'un avec lui. Donc, on le regarde la capsule et on peut faire des pauses et on lui explique les choses qu'il n'aura pas compris ou on valide avec lui la compréhension de ce qu'on vient de voir. Donc, souvent, ça va être soit des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux qui vont accompagner les personnes là, pour visionner ces capsules-là. Donc, ça, c'est les capsules en santé-sécurité. Mais dernièrement, on en a fait une au niveau du harcèlement aussi, là. Qu'est-ce que le harcèlement? Donc, pour que les travailleurs soient sensibilisés au harcèlement, mais toujours en accompagnement. Donc, c'est un peu le principe des capsules. Et aussi, on y va beaucoup là, imager. C'est ce qu'on utilise, là. Vraiment la diversité pour qu'il y ait des stimuli, là, puis ça soit facile, là, puis qu'ils puissent se mettre des liens, faire des liens là, dans ce qu'on va leur expliquer. D'accord, parfait. Tu disais, on a parlé, évidemment, c'est l'actualité, la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail, là, pour tous les employeurs, y compris les employeurs des entreprises adaptées. Je voulais voir avec toi, il y a de nombreuses demandes qui concernent les mécanismes de participation, hein, il y a beaucoup de changements concernant les mécanismes de participation. Comment vous organisez-vous? C'est peut-être récent là, mais la réflexion que vous avez par rapport à la participation justement de vos travailleurs en situation de handicap via ces mécanismes de participation? C'est sûr que les travailleurs qui entrent en entreprise adaptée, les limitations souvent sont relativement importantes. Donc, c'est des gens qui sont productifs mais non compétitifs. Donc, c'est sûr que ça amène son lot de défis pour la participation des travailleurs. Dans le fond, ce qui a été comme organisé dans les entreprises adaptées, c'est vraiment plus l'encadrement du mécanisme de participation, comme par exemple les élections des participants au comité de santé et sécurité, mais ça ne sera pas organisé par les travailleurs eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui va être revu et encadré par l'organisation. Donc, on essaie de cibler certains travailleurs qui ont une capacité à pouvoir occuper ces postes-là, parce que ce n'est pas nécessairement ceux qui veulent le faire, qui ont nécessairement les capacités de le faire aussi. Donc, on essaie vraiment là, pas d'influencer, mais de bien diriger les travailleurs dans cette participation-là. Donc, il faut les impliquer donc facilement. Puis, comme je disais aussi, de travailler avec le visuel, donc faire des rencontres, leur expliquer c'est quoi, comment faire une analyse de risque. Donc, c'est quoi un risque? C'est toujours dans des mots simples, puis de leur expliquer que s'il y a quelque chose qui viennent les travailler à l'intérieur qui ne sont pas bien, ils doivent en parler, puis c'est peut-être un risque important. Parce que parfois, ils vont avoir l'impression que c'est pas nécessaire, leur perception n'est pas nécessairement la bonne chose. Donc, c'est vraiment de leur expliquer puis de revoir là, pour qu'il y ait une participation plus importante. Donc, c'est vraiment la rencontre, la familiarité, faire des liens entre les travailleurs. D'accord. Donc, on regardait aussi quand on discutait, Magali, de la loi, on voyait l'importance que la loi accorde encore davantage, on va dire, à la question du harcèlement et de la violence conjugale. Ça, c'est nouveau, là, une responsabilité nouvelle pour les employeurs. Tu disais, toi, que ça se déclinait
de ton point de vue, ça allait se décliner différemment, ces deux dimensions importantes pour vos travailleurs en situation de handicap? Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect-là? Ben, c'est sûr que il y a, en fait, là, dans la clientèle qu'on a, il y a vraiment une catégorie de gens plus vulnérables, donc qui, de par leur handicap, ont subi euh, tout au long de leur vie une forme de harcèlement qui n'est pas Mmh. nécessairement, mais qui est léger, mais qui est toujours présent. Donc, la perception du harcèlement euh, peut être erronée. Donc, donc, il faut absolument travailler sur ça pour leur expliquer qu'est-ce que le harcèlement, puis dans quelle option tu dois plus endurer. Donc, c'est quoi la différence entre une incivilité d'un travailleur et le harcèlement qui vient rentrer. Donc, ça vient compliquer les choses parce que c'est des gens qui sont parfois habitués de vivre les formes, ces formes-là. Et Mmh. aussi, là, plus vulnérables là, au niveau là, de la violence conjugale parce que c'est des gens qui vont euh, à vouloir s'entourer de gens pour le plus possible parce que peut-être que quand quelqu'un s'intéresse à eux, ça devient très, très important. Donc, ils peuvent s'entourer de mauvaises personnes, puis ils n'ont pas nécessairement les outils derrière eux. Donc, il faut rester à l'affût. Puis, c'est pas nécessairement des gens qui vont le verbaliser aussi dans l'entreprise. Mmh. D'accord. Sinon, quand on regarde, là, il y a l'autre versant de tout ça, c'est beaucoup les personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale qu'il faut aussi recadrer et faire encore là, la différence entre l'incivilité et le harcèlement parce que les perceptions vont parfois être amplifiés. Donc, ils vont voir une action comme très harcelante pour eux, mais en réalité, c'est pas nécessairement dans cette optique-là que ça a été fait. Donc, c'est vraiment de travailler sur les perceptions, puis de réexpliquer, puis de modérer un peu l'appréhension de ces gens-là. D'accord, très bien. Merci, merci Magali. On va passer la parole à ta collègue Christelle. Sans doute des questions pour toi par la suite dans la période de questions. Donc, je viens te voir, Christelle. C'est une façon de parler. Donc, bonjour, bonjour à nouveau. Bonjour. Donc, je vais te présenter rapidement aussi. Donc, tu es ergothérapeute hein, au programme de réadaptation au travail à l'Institut Nazareth et Louis Braille depuis 2012. Tu possèdes une expérience clinique auprès d'une clientèle variée, des personnes présentant des conditions neurologiques, des troubles musculo-squelettiques ou ayant une déficience visuelle. C'est plus de cette population d'ailleurs dont on va parler avec toi aujourd'hui. Titulaire d'un DESS en ergonomie, tu réalises notamment des évaluations de capacité fonctionnelle en utilisant des modèles novateurs, ainsi que des évaluations et des adaptations de postes de travail, bien sûr comprenant une dimension santé, sécurité, travail. Donc, avec toi, on va parler du point de vue d'une ressource qui intervient dans les milieux de travail, notamment au niveau de l'évaluation des risques. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas déjà l'Institut, Christelle, peux-tu très rapidement commencer par le présenter, l'Institut? Tout à fait. Donc, l'INLB, là, c'est un centre de réadaptation qui se spécialise là, uniquement en déficience visuelle. Donc, dessert une clientèle de tous les âges. Et c'est sur le territoire, là, Montréal, Laval, Montérégie. Le D'accord, siège social est à Longueuil, mais on a aussi des points de service à Laval, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu également. d'accord, On a une équipe de professionnels là, qui sont impliqués là, tant au niveau fonctionnel que psychosocial, donc différents corps de métier ou différents titres d'emploi. Euh, parfait. on travaille ensemble et l'objectif de la réadaptation, c'est vraiment d'optimiser l'autonomie de nos clients, leur participation sociale, ce qui inclut aussi l'intégration et le maintien en emploi. D'accord, parfait. Mm. Merci. On va parler donc de tes patients. Je ne sais pas si vous appelez ça vos patients ou vos Clients, participants. usagers. Voilà, on va trouver le bon mot pour parler des gens pour qui tu travailles. Donc,
les personnes et travailleurs en situation de handicap, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers en matière de santé, sécurité, travail, Christelle? Qu'est-ce que tu peux nous dire, là-dessus? Oui, ben, je dirais qu'une personne qui a une déficience visuelle, je dirais plus, elle peut avoir des besoins qui sont particuliers. On ne peut pas vraiment généraliser parce que les profils et les capacités d'une personne qui a une déficience visuelle peuvent être vraiment différentes. Donc, juste par exemple, pour ceux qui sont moins familiers avec la déficience visuelle, on peut avoir quelqu'un qui a une atteinte de la vision centrale, donc il va avoir de la difficulté à voir les détails, des traits d'un visage ou lire sans adaptation. Par contre, elle peut préserver une bonne vision périphérique qui fait qu'elle peut se déplacer sans problème. Mmh. À l'inverse, on pourrait avoir quelqu'un qui a une bonne vision centrale, mais que la vision périphérique est atteinte. Donc, pour cette personne-là, lire, voir les détails, il n'y a pas de difficulté du tout. Pour les déplacements, ben, ça va peut-être poser un peu plus de défis. Il va falloir que la personne fasse un balayage visuel qui est un peu plus assidu. Donc, on peut avoir des portraits, juste pour dire qu'on peut avoir des portraits fonctionnels très différents, tout autant que le milieu de travail également. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut avoir des besoins, est-ce qu'une personne avec une déficience visuelle, elle a nécessairement des besoins particuliers? On répondrait plutôt par il est possible, mais Ouais, les mesures qui sont en place pour l'ensemble des employés conviennent aussi, là. Et oui. à d'autres moments, il va falloir faire des ajustements. On est aussi dans l'interaction entre la personne et son poste et son environnement de Tout à travail, fait, là. C'est ça. Là, tout à fait, on parlait du point de vue des individus, mais il y a aussi tout, l'environnement, de travail. tout à Est-ce fait. que tu fais, quand je t'ai présenté, on parlait d'évaluation, hein, de tout le travail d'évaluation que tu fais dans les milieux de travail. Est-ce que tu peux, à travers peut-être un exemple très concret, nous présenter un peu le travail d'évaluation que tu fais au niveau des risques professionnels, plus précisément, la partie risque professionnel, donc dans les milieux de travail? Tout à fait. Oui, et je vais juste commencer peut-être avant d'aller à l'exemple un peu concret, peut-être juste te parler que Oui. l'évaluation, oui, des risques, elle fait partie souvent d'une évaluation qui est un peu plus générale des capacités fonctionnelles. Et la provenance de la demande, là, elle peut être variée. Là. Ça peut être l'employeur qui demande l'évaluation des risques, ça peut être l'employé lui-même. On a aussi nos partenaires du CEMO, le conseiller en emploi, qui peuvent nous référer. On a aussi des fois la référence d'un médecin, ça peut être aussi d'un assureur. En tout cas, donc, la demande peut provenir de diverses sources. Ça peut être dans un but d'intégrer un emploi ou ça peut être aussi dans un objectif de maintien. Quelqu'un qui était déjà en emploi, a eu une baisse de vision, qui a de la difficulté. Donc, on peut être interpellé à, à- à agir dans ces contextes-là aussi. Mmh. Donc, juste un petit mot pour dire que nos usagers ou nos clients travaillent vraiment dans différents domaines. Des fois, on a la perception qu'en déficience visuelle, il y a certains types d'emplois, mais vraiment pas. J'ai des usagers là, en entrepôt, dans le domaine de l'alimentation, santé, dans la santé, santé et services sociaux, Mmh. l'alimentation, en tout cas, ça peut être très, très, très varié. Donc, pour l'exemple un peu plus concret, je vais donner l'exemple d'un usager qui a intégré un poste comme commis dans une entreprise qui fabriquait des objets en bois. Donc, c'est au privé. La référence, elle est venue Mmh. du conseiller du CEMO. Donc, on se questionnait, est-ce que c'est un bon emploi pour lui? Est-ce que c'est sécuritaire? C'est quelqu'un qui avait une perte et de champ et d'acuité. Donc, on Mmh. est allé, je suis allée en milieu de travail. Le début de l'évaluation, ça a été vraiment des échanges et des discussions avec, bien sûr, là, le travailleur et son supérieur immédiat sur le plancher, là, le chef d'équipe. Alors, on échange sur les préoccupations de chacun. On a aussi une partie qui est vraiment de la sensibilisation à la condition de la personne. Quelle limitation que ça entraîne, quelle stratégie que la personne utilise. On y va ensuite avec l'observation de l'environnement et des tâches concrètement. Donc, pour cet usager-là,
Dans l'environnement, on regarde aussi beaucoup là, les allées, l'encombrement, les déplacements, le type d'outils qu'on utilise. Et par la suite, on discute, on identifie là, les situations à risque potentiel et on y va en mise en situation. On va avec l'usager faire des essais avec l'aide, là, bien sûr, du supérieur pour voir comment il s'organise, quelles informations est bien perçues, celles qui sont le moins bien perçues aussi. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place? Dans le cas de notre usager, il y avait quand même un résidu visuel là, qui lui permettait là, de bien se positionner dans l'espace, de placer ses mains aux bons endroits. On avait vu que les outils, des fois, les outils qui comportent des risques, ben, comment je dirais, ont déjà des mesures préventives. Là. Tu ne peux pas baisser la lame tant que tu n'as pas fait telle action. Donc, si l'usager même si l'usager est en mesure de suivre ces mêmes consignes-là, ben, pour l'usager, les risques, comparativement à ses collègues, ben, ils se situent probablement un peu plus, je dirais, au même niveau, ou à un niveau semblable. Donc, pour notre client, on a pu identifier plusieurs postes qu'il pouvait faire là, sans vraiment de difficulté. Les recommandations ont été assez simples de dégager les allées pour les déplacements, rafraîchir de la peinture dans les lignes là, qui sont destinées aux piétons. Puis je dirais que ce sont aussi des recommandations qui ont servi un peu à l'ensemble des employés. Là. Donc, ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un qui a pu intégrer le poste, malgré qu'au départ, si on avait vu sur papier hein, ces limitations, les types de tâches, on se serait peut-être dit, on n'est pas certain, mais ça a très bien fonctionné pour cet usager-là. Oui, parfait. Très, très intéressant exemple. Puis, ce qu'on dit toujours sur les adaptations, se vérifie encore aujourd'hui que des adaptations pour des personnes en situation de handicap vont être utiles pour d'autres travailleurs, là, d'autres travailleuses. En dehors de cet exemple très concret que tu nous as détaillé, Christelle, quel genre d'autres mesures de prévention tu préconises à l'issue de des évaluations que tu fais dans les milieux de travail? Ça peut être vraiment varié. Les adaptations, des fois, ça peut être au niveau de l'environnement de travail, comme on a parlé tout à l'heure, rafraîchir des passages piétonniers. Ça peut être ajouter un repère contrastant sur une marche d'escalier, ajouter un éclairage d'appoint à un poste, par exemple. Mais les stratégies peuvent être aussi des compensations qui sont plus personnelles à la personne. Hein. Donc, dans un endroit qui est peut-être moins bien éclairé, la personne, elle amène son propre, sa lampe de poche, Ah oui. placer un sous-main d'une couleur contrastante pour mieux voir le matériel de travail. Ça peut être un autre exemple pour quelqu'un qui a un résidu visuel, mais qui a besoin de plus de contraste. On peut avoir des fois aussi des interventions, des stratégies qui relèvent un peu plus de l'organisation du travail. Donc, ça peut être d'autoriser, par exemple, des rotations de postes dans une section X ou Y de l'entrepôt, par exemple, où on sait qu'il n'y aura pas d'interaction avec des chariots élévateurs. Ça peut être que dans une tâche, ben, déplacer les palettes, on va la déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien sûr, là, ça prend la collaboration là, du milieu, mais on arrive souvent à trouver là, des solutions aux contraintes qui sont d'ordre de la santé et sécurité. D'accord, parfait. Tu as commencé à l'aborder, mais quels sont un peu les acteurs à la fois internes et externes avec lesquels tu travailles dans ce contexte-là? Si tu peux plus développer cette partie-là, c'est intéressant de voir l'équipe. Tu parlais de l'équipe à l'interne quand tu as présenté l'Institut, là, mais il y a aussi une forme d'équipe quelque part autour des travailleurs en situation de handicap et des travailleuses en situation de handicap. Tout à fait, tout à fait. Mais dans le milieu de travail, concrètement, ben, tout à l'heure, j'ai parlé des référents, donc des fois, souvent, il y a le CEMO, donc on va avoir un contact avec
avec un employé du CMO. Au niveau du travail, il y a les ressources humaines qui sont aussi là, une porte d'entrée. Il y a le supérieur immédiat. Il y a parfois des collègues aussi d'impliqués. Il y a des dossiers dans lesquels le syndicat aussi va être interpellé, surtout s'il y a des accommodements à faire. Là, on veut une équité. Donc, je dirais qu'au niveau du travail, ce sont les acteurs avec lesquels on travaille. D'accord. Est-ce que tu peux développer davantage pour dire, toi, comme personne ressource pour tous ces gens-là, finalement, hein, quel genre de travail tu parlais à un moment donné tout à l'heure de sensibilisation? Est-ce qu'il y a des publics cibles au sein de l'entreprise, admettons pour la sensibilisation? Quel genre d'accompagnement tu fais auprès de chacun un peu, Christelle? Il n'y a pas une recette unique, mais ça dépend Ouais. des situations. Mais ça peut arriver qu'avant d'aller sur le terrain, on décide de faire une rencontre avec les parties prenantes. Donc, ça pourrait être avec un membre des ressources humaines. Il y a souvent le volet aussi santé et sécurité au niveau des RH aussi. Donc, il y a une personne qui peut être représentante du volet santé et sécurité, qui va être présente. Donc, l'usager, le travailleur, moi, le supérieur immédiat, ça peut être une séance de sensibilisation au départ, avant même d'aller faire l'évaluation. Ça peut être très aidant. Donc, tout le monde un peu est sensibilisé. Il arrive parfois qu'on fait la sensibilisation vraiment plus sur le terrain, quand le travailleur le veut bien, auprès des collègues. On peut arriver avec des simulateurs parfois là, de certaines conditions, les sensibiliser un peu plus. On ne se le cachera pas, là, la déficience visuelle, c'est un des handicaps qui est un peu moins connu. Ouais. D'accord, parfait. Et tu leur parles, dans ces séances, tu leur parles de quoi? Tu parlais de simulateurs, mais est-ce que tu leur parles, de quoi qu'est-ce qui est Ah, évoqué dans ces séances? tout à- euh, Qu'est-ce que tu dis, sur la personne en quelque c'est sorte? ça. Comment Donc, ça se passe? on parle donc des capacités visuelles, des aptitudes, OK, de qu'est-ce que ça apporte comme limitation, mais aussi quel genre de compensation ou de stratégies qui peuvent être utilisées pour compenser. C'est aussi important. Ça peut venir rassurer là, dans plusieurs situations là, où il y a des craintes qui sont toujours légitimes. Une crainte, une préoccupation, on en veut quand même. C'est toujours légitime et parfois, il faut de la sensibilisation pour briser certains préjugés, puis pour avoir un peu plus d'ouverture, pour permettre d'avancer, aller un peu plus loin. d'accord. Merci, Christelle, pour ces éclairages. Je vais maintenant, passer à Lassane. Bon, rebonjour, Lassane. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais te présenter aussi rapidement comme tes collègues. Donc, toi, Lassane, tu as fait des études en éducation, en accompagnement de carrière, en coaching professionnel et plus récemment, d'après ce que j'ai compris, en EDI. Donc, Tout à fait. tu possèdes une vingtaine d'années d'expérience en accompagnement, notamment des personnes ayant des besoins particuliers et tu mets, toutes ces compétences finalement au service de la coordination du programme, Prêt, disponible et capable, donc PDC, pour accroître la présence en milieu de travail régulier des personnes, ayant une déficience intellectuelle, et ou un trouble du spectre, de l'autisme. Donc on va, voir avec toi le point de vue d'une autre ressource là que tes 2 collègues, qui accompagnent des milieux de travail, réguliers autour de personnes, qui ont, soit une déficience intellectuelle, soit un TSA. Alors PDC, peut-être que les gens c'est la première fois qu'ils entendent, cet acronyme et ce titre d'organisation. Peux-tu nous présenter PDC très rapidement, Lassane, pour commencer? Oui, donc programme prédisponible et capable, il porte bien son nom, donc c'est pour accompagner les personnes justement en situation
d'handicap, notamment donc les personnes ayant déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme pour favoriser leur inclusion dans le marché d'emploi. Et c'est une initiative conçue donc par partenariat avec Inclusion Canada et l'Alliance canadienne des troubles de spectre de l'autisme, donc via des fonds d'intégration des personnes handicapées. Donc, c'est un programme qui est présent partout au Canada, au moins dans 25 villes et territoires partout au Canada, dans le Québec et les régions. On a créé depuis 2014 le début de programme autour de 3500 emplois. Donc, favoriser. On n'a pas créé, on a favorisé à l'inclusion. Donc, c'est vraiment un travail en concert avec plusieurs partenaires. De support aussi, ouais. De support, oui, tout à fait. Donc, dans les organismes en employabilité, spécialisés en main-d'œuvre en situation de handicap notamment. Et donc, on développe beaucoup de partenariats avec plusieurs centaines d'entreprises partout au Canada, mais aussi au Québec, des petites et moyennes entreprises aussi locales. Et aussi, un de nos objectifs, en fait, c'est d'accroître justement la participation de ces personnes ayant soit une déficience intellectuelle sur le spectre de l'autisme dans le marché d'emploi. Donc, juste pour les statistiques, à savoir que c'est seulement une personne sur 4 ayant une DI, donc déficience intellectuelle, le TSA, autisme, qui ont un emploi, qui sont placés dans le marché d'emploi. Donc, on parle de 75%, ouais. 75% de toute cette population qui est malheureusement encore sous-représentée et qu'il va falloir faire des efforts à ce niveau-là. Et les objectifs, donc, c'est ça, c'est sensibiliser les entreprises sur les avantages de l'embauche inclusive. Et on va les démarcher, on va les sensibiliser, donc pour qu'ils soient ouverts à l'embauche inclusive. Et puis, on va les accompagner, les aider aussi dans ce processus-là. D'accord. Très bien. On a 2 autres volets aussi que j'aimerais quand même souligner. C'est qu'on soutient Rapidement, aussi rapidement. Oui, je vais y aller, oui. Donc, c'est le soutien aux étudiants, donc postsecondaires, pour aller aux études postsecondaires via des bourses et des mesures de soutien, mais aussi pour les travailleurs autonomes. Donc, on va aussi les accompagner. OK. Donc, salariés, travailleurs autonomes et étudiants. Parfait. C'est les publics pour lesquels vous travaillez. Souvent, on se pose la question générale, la scène de est-ce que les travailleurs en situation de handicap sont des travailleurs qui sont plus à risque? Bien sûr, on parle de santé, sécurité, travail dans le cadre de ce webinaire, que ceux qui n'ont pas d'incapacité. Qu'est-ce que l'expérience de PDC peut nous apprendre là-dessus? Alors, la réponse est tout de suite non. Donc, on peut l'expliquer, c'est qu'il y a une étude justement qui a été faite par Prédisponible et Capable et publiée donc sur notre site Prédisponible et Capable. On va vous le partager parce que je trouve ça c'est important. Justement, l'étude a démontré que la sécurité au travail de 99% des personnes ayant un handicap est qualifiée de bonne à meilleure que leurs collègues dans le milieu de travail sans handicap. Donc, on est vraiment dans des faits qui prouvent que ces personnes-là, ils sont capables de comprendre et de respecter les mesures de sécurité, puis les procédures et les processus, etc. Je dirais même que les personnes ayant une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme, ils sont très connus par leur strict respect vraiment pour toutes les procédures, mais encore là, il faut prendre le temps justement de leur expliquer, puis de leur communiquer, de leur vulgariser et de mettre toutes les ressources à disposition, que ce soit comme Magali et Christelle l'ont déjà mentionné dans leurs interventions, tous les supports visuels, tout l'accompagnement des personnes ressources, le recours, ça veut dire s'il y a un accident ou quoi que ce soit. Donc, nous, c'est ça, on va vraiment essayer de favoriser des approches préventives à ce niveau-là, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Donc, je vais juste finir pour dire qu'il y a beaucoup de préjugés, des biais inconscients, des idées préconçues qui entourent un peu ces personnes-là en situation de handicap, qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour démystifier. Puis, je me suis déjà fait demander par quelqu'un est-ce que ces employeurs-là ayant une déficience intellectuelle, est-ce qu'ils ont besoin d'être surveillés?
Donc, vous voyez, donc c'est pas par méchanceté, hein, donc c'est vraiment par méconnaissance. Et nous, on est là vraiment pour les soutenir à travers justement nos partenaires qui sont dans le terrain, donc avec qui vraiment ils sont, on ne peut pas vraiment contribuer à ce que l'embauche soit inclusive et les milieux de travail sécuritaires, c'est les organismes en employabilité. Donc, très important de travailler de concert ensemble, que ce soit les employeurs, les ressources, etc. Comme Christelle en parlait. Ouais. C'est ça. Je vais finir par une petite note que je trouve très importante, Pascal, si tu me le permets. C'est quand on parle des personnes en situation de handicap, je trouve c'est très important de faire une différence parce que la plupart du monde, ils pensent qu'on parle d'une différence physique dans le fonctionnement physique ou neurologique de la personne. Mais c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais il faut aussi considérer qu'on parle de situation de handicap lorsqu'il y a une différence entre les caractéristiques de cette personne-là et son environnement. Tout à fait. Donc, ces différences affectent sa capacité à faire certaines choses, que ce soit au quotidien ou s'impliquer dans sa communauté ou dans le milieu de travail, etc. Donc, le focus, il ne faut pas que ce soit sur l'handicap et les limitations parce que c'est pas ça le défi, c'est vraiment plus de rendre les milieux accessibles et puis sécuritaires pour tous. Et puis, ça bénéficie à tout le monde, en fait. La sécurité, santé, milieu de travail, quand on a des mesures de ce genre, ça va bénéficier pour tout le monde et puis pour les employeurs, pour les employés, pour la rétention d'emploi, le retour sur investissement, la productivité. Beaucoup d'impact positif. Beaucoup d'impact, oui, voilà. Donc, c'est très important à retenir. Oui, l'interaction dont on parlait aussi avec Christelle tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer la question de la formation et de la formation qui est quand même cruciale? Donc, nouveaux travailleurs, il y a des choses particulières qui ont été vraiment réfléchies pour les jeunes, par exemple, qui intègrent en primo-insertion des milieux de travail. Là, on regarde ça pour les travailleurs en situation de handicap, plus particulièrement pour les populations avec lesquelles et pour lesquelles tu travailles. Qu'est-ce que vous conseillez aux employeurs sur le volet information et formation SST, Lassane? Tu pourrais donner peut-être des exemples de réponses qu'on pourrait apporter à ces questions-là? Oui, tout à fait. En fait, les approches de prêts disponibles et capables sont beaucoup préventives. Donc, on est vraiment dans l'approche de conscientisation, d'éducation, de sensibilisation, etc. Mais tout ce travail repose sur l'expertise et puis les mandats de nos partenaires, qui sont les organismes spécialisés dans l'accompagnement via le travail des conseillers, des conseillères en emploi et puis les agents d'intégration, que d'ailleurs je salue ici pour leur travail, vraiment excellent travail qu'ils font au quotidien. Parce que si on réussit à faire de l'embauche inclusive et puis à le favoriser, c'est en grande partie grâce à ce monde-là qui les accompagne jour par jour, à les aider justement dans se préparer, s'utiliser, mais aussi d'être conscient de la sécurité et puis de la psychologie physique dans le milieu de travail. Donc, il y a aussi des ressources externes, si c'est possible aussi, on peut les engager pour des formations spécifiques ou pour un accompagnement pour accommoder le milieu de travail. Et sur le site Prédisponible Capable, mais un autre site aussi de programme qui s'appelle le Milieu de travail inclusif, on a une série de formations et de cours en ligne qui sont gratuits et pour les employeurs et les chercheurs d'emploi et les organismes communautaires. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour les chercheurs d'emploi, on a une formation « Rester en santé, en sécurité au milieu de travail ». Pour les organismes d'employabilité, donc, on a des formations telles « Soutenir la santé mentale et le bien-être ». Ça, c'est vraiment des formations clés en main. On va y venir tout à l'heure. C'est ça. Et puis, pour les employeurs, justement, on a une formation très, très complète que je recommande à tous les employeurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Ça s'intitule « Créer des pratiques inclusives en matière de santé et sécurité au milieu de travail ». Donc, ça, à travers votre équipe technique, on va pouvoir leur envoyer tous ces liens-là. Donc, pour pouvoir y accéder, donc s'inscrire et puis en bénéficier, le partager aussi avec leurs équipes. Aussi, dans nos approches, quand on démarche en fait un employeur, on sensibilise, on fait des visites de terrain.
très important, avant de procéder à aucune embauche, c'est très important d'aller Comme prendre le Christelle pouls. tout à l'heure, là, pour la Exactement. Donc, sensibilisation, je me rappelle. en effet, donc on va aller vérifier. Donc, déjà, sensibiliser par rapport à la situation de handicap. Et puis, il y a des formations justement sur le site encore, sur c'est quoi l'autisme, sur quoi la déficience intellectuelle. On prend pour acquis que les gens y comprennent, mais c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de travail de sensibilisation et de démystifier justement tous ces enjeux-là. Donc, on va faire des visites des lieux, on s'assurer que le milieu est accommodant et sécuritaire pour les employés ayant une déficience intellectuelle sur le spectre de l'autisme, par exemple en termes d'hypersensibilité aux lumières, aux odeurs, au bruit, par exemple. Ça, c'est très important de faire attention à ça parce qu'on veut s'assurer que l'employeur crée un milieu vraiment sécuritaire, accueillant, mais aussi encourageant pour les personnes pour qu'ils puissent s'approprier leurs tâches et les faire. Donc, ça aussi, c'est des démarches qu'on va aussi favoriser dans nos visites. Mais le gros travail aussi, je le répète, c'est vraiment dans l'accompagnement, dans le processus d'embauche. Individualisé, hein, dont tu C'est ça, parlais. individualisé dans le processus d'embauche, Ok. mais aussi dans le processus d'intégration. Et là, je rappelle encore l'importance de travailler en concert. Et puis, c'est ça notre approche, c'est quand vraiment on favorise la complémentarité de tous les acteurs pour qu'on puisse accompagner la personne depuis sa recherche d'emploi jusqu'à l'embauche, mais aussi pour favoriser son maintien et puis sa santé et sécurité dans le milieu de travail. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ah, pour les situations, tu parlais d'hypersensibilité avec des exemples très concrets. Comment ça se vit, cette hypersensibilité-là, dans une situation justement d'urgence ou d'évacuation? Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur ce plan, Lassane? C'est-à-dire que je rappelle encore que toutes les mesures d'urgence et d'évacuation au cas de danger, incendie ou accident, peu importe, ce qui s'applique à tous les travailleurs sans handicap s'applique à les travailleurs en situation de handicap. Donc, je ne sais pas si j'ai bien intercepté la question, mais qu'est-ce qu'on conseillerait, c'est de vraiment faire attention à ce que la signalisation, comme Mme Magali vient de le partager tantôt, comme on dit, une image vaut 1000 mots, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment très important de s'assurer que toutes les informations, parce qu'on a des chartes, on a des politiques contre l'harcèlement, on a des politiques, par exemple, des procédures d'urgence, etc., écrites quelque part, tout le monde le connaît au niveau de la gestion. Petite ligne. En petite ligne, dans des paragraphes et des livres, etc., des Abscon, ouais, cahiers, c'est ça. c'est ça, mais d'être conscient que quand on parle de la sécurité et puis les mesures d'évacuation ou d'urgence, etc., c'est en premier lieu, c'est les personnes qui sont sur le plancher ou les travailleurs en situation de handicap ou sans handicap. Donc, s'assurer de leur communiquer. Donc là, on va s'assurer que ils ont leur conseil de vraiment plus vulgariser. Mais ce que je dois dire aussi à ce niveau-là, c'est pas juste à propos des travailleurs en situation de handicap. Il faut toujours se souvenir que il faut pas juste préparer ces personnes-là, il faut préparer aussi ceux qui les accueillent. Hein? Ça, c'est très important, que ce soit les collègues, les superviseurs, les gestionnaires, etc., de dire que, écoutez, donc on est ouvert à l'embauche inclusive, c'est tout à notre honneur, mais c'est très important qu'on soit à l'affût de communiquer les informations, d'avoir des outils, des procédures en place, je veux dire, des formations, que ce soit avec des supports visuels, des capsules vidéo, mais aussi en personne, s'assurer que toutes ces informations là, elles sont communiquées, surtout de manière claire, concise et très simple. Simple, oui, c'est Très ça. simple. Et puis, avec des pictogrammes, s'il le faut, avec des images, avec, je pense, Pascal aussi, Christelle, elle a beaucoup parlé aussi de ce qu'ils font, qui fait partie de leur spécialité. Donc, je vais être honnête, on n'est pas les spécialistes en termes de sécurité santé au milieu du travail, mais on est là pour le favoriser et puis on va déployer toutes les ressources en place possibles, que ce soit les organismes, que ce soit les ressources spécialisées. Donc, faire appel à nous. Vous êtes comme des catalyseurs aussi. C'est ça, exactement. Faire appel à nous et puis on va vraiment fournir les outils, les formations. On va engager des personnes ressources nécessaires. On va aller soutenir l'employé pendant tout le processus, mais l'employeur aussi. C'est très important, comme je disais tout à l'heure. Il ne prend rien pour acquis. Il n'y a pas de jugement contre qui que ce soit de fait qu'il méconnaît la condition de déficience intellectuelle, spectre d'autisme. Donc, on est là vraiment pour accompagner puis donner toutes les ressources
Donc, c'est ça. Peut-être une dernière question pour toi, Lassane. On oublie souvent la question de le fait que le milieu sécuritaire, c'est un milieu qui soit aussi sain sur le plan psychologique. Est-ce que vous faites des interventions particulières en tant que PDC pour justement auprès des milieux de travail, là, des acteurs, tu parlais des gestionnaires, des collègues et tout ça, pour que justement les travailleurs que vous accompagnez aussi avec les autres ressources là, puissent bénéficier d'un tel milieu en quelque sorte? Oui, ben, comme je le disais, en fait, c'est que en plus de la sensibilisation et puis les visites et les rencontres en personne qu'on favorise, en tout cas avec les employeurs, pour les sensibiliser sur ces questions-là, on va s'appuyer beaucoup sur les expertises justement des accompagnateurs, des conseillers en D'accord. emploi, agents d'intégration, mais on va vraiment s'assurer que, par exemple, il y a des chartes et puis des politiques contre harcèlement. Ça, c'est des questions que Des je veux choses poser. plus Plus structurantes, ouais, c'est concrète, oui, ça. c'est ça. Ouais, Et puis, ouais. si ça se trouve, OK, contre harcèlement, discrimination pour toutes les raisons, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour les communiquer, les vulgariser, les démystifier justement pour les employés en situation de handicap pour qu'ils sachent, parce que le but, c'est pas de punir, mais c'est vraiment plus de sensibiliser, mais d'accompagner, outiller, etc. Et donc, il n'y a personne qui peut faire ça toute seule, que ce soit les employeurs, donc, ou les ressources accompagnatrices. Donc, un travail de concert à ce niveau-là, on le favorise vraiment. Et puis, on va Parfait. essayer de donner tous les outils et les ressources importantes et puis nécessaires à ce niveau-là à la disposition. Donc, d'ailleurs, je vais vous communiquer justement toutes ces formations qu'on a et puis nos coordonnées aussi, si vous voulez plus d'informations, que ce soit pour l'embauche inclusive ou pour l'accompagnement pour favoriser la santé et la sécurité dans le milieu de travail. Merci beaucoup, Lassane. Le Merci à temps vous. file, le temps court. On va rentrer déjà dans la période de questions et je sais que tu dois aussi quitter peut-être dans pas très longtemps, donc on va y aller. On a reçu des questions par écrit, donc on va aussi les considérer dans la mesure du possible, mais je vais d'abord accorder la priorité aux questions là, puis aux questions qui évidemment touchent le thème plus particulièrement. Alors je commence avec ça. Donc une question pour Christelle. Il y a une personne qui serait intéressée à savoir si tu as eu à modifier ou à repenser ce qui est offert en matière de santé, sécurité, travail depuis la pandémie et l'augmentation importante du télétravail. Donc, une transformation dans un contexte de transformation pour différentes raisons du marché du travail. Christelle, peut-être ouvrir ton micro. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, je suis désolée. Oui, Ah, j'ai OK. entendu. Ah, il n'y a pas de problème. Désolée. Non, ce que je Aucun disais, est-ce que la problème. question, c'est vraiment en lien avec l'utilisation des outils informatiques? Là, ça, je n'avais pas bien saisi. Ton travail que tu nous as décrit à travers les différentes actions que tu OK. poses dans le milieu de travail, est-ce qu'elles ont été transformées par le fait que les OK. gens on était en situation Oui. pandémique, d'accord, mais surtout maintenant, OK. on est toujours dans un contexte aussi hybride, y compris de télétravail. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta pratique? Ben, en fait, il y a peut-être certaines situations où on a eu des usagers qui, en raison de l'augmentation de l'utilisation de l'écran ou de l'ordinateur, se sont retrouvés avec des enjeux, oui, de tolérance à l'écran, si on peut dire. Oui, Il a fallu intervenir à ce niveau-là, effectivement. Oui, oui, c'est déjà arrivé. Ça a été d'accord. oui, tout à Des fait. nouveaux risques en quelque sorte. Si on veut, oui, je ne sais Oui, pas si ça d'une certaine répond. manière. D'accord, auquel tu as répondu. Je vais essayer d'alterner aussi pour mes invités. Magali, pour les travailleurs malentendants, est-ce que tu installes des systèmes de contrôle? Est-ce que vos entreprises adaptées installent des systèmes de contrôle dans l'environnement avec des lumières qui flashent ou bien c'est d'autres types de mesures de prévention que vous mettez en place?
Parfois, c'est possible de le faire, puis parfois, c'est pas possible. Ça dépend du type de travail. Quand on parle, par exemple, dans une grande salle d'usine où les gens travaillent tous ensemble, tout à l'heure, on parlait de la sensibilité à la luminosité des travailleurs vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou des gens, par exemple, qui vivent avec l'épilepsie. Et si on met des flashs de lumière, ça peut apporter certaines problématiques. Ouais. Donc, si une personne vit travaille dans un bureau seul et des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées, mais on ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces, là, comme on dit. Non, je comprends. C'est intéressant parce que tu donnes des exemples où ce n'est pas adéquat, au contraire, d'avoir cette approche-là. Je regarde. Une question pour toi, Lassène. Est-ce que PDC offre des services à l'ensemble du Québec? Puis, semble-t-il, on a un participant du Bas-Saint-Laurent. Oui, bonjour, Saint-Laurent. Oui, en effet, on essaie de couvrir tous les territoires au Québec, que ce soit Grand Montréal, mais aussi les Laurentides, de Landière, allant même jusqu'à la capitale nationale, etc. Où on fonctionnait avec je veux dire, les ressources réduites, mais là, on est une équipe de 3. Donc, une nouvelle collègue qui vient de s'ajouter à notre équipe, on va pouvoir donc favoriser plus vraiment la proximité, l'ouverture vers les régions. C'est sûr qu'on n'a pas assez je veux dire, en termes de personnel, mais on est vraiment prêt, disponible et capable justement pour aller rejoindre les employeurs et les organismes là où ils sont pour justement les soutenir. On a un projet qui s'en vient là, je pense que c'est un peu tôt de le dire, mais pour la régionalisation justement de programmes prédisponibles et capables, qui sera financé justement par le programme pour aller soutenir les organismes et aussi les employeurs en région pour favoriser l'inclusion. Vous allez vous déployer davantage alors. Oui, mais oui, ça ne dérange pas de nous déplacer. Ça nous fait même plaisir d'aller voir les employeurs et puis de leur expliquer le service et de les soutenir. Et puis surtout à travers les organismes qui sont sur place. Local. Parce que c'est ça, local, parce que c'est ça l'enjeu, c'est vraiment de juste mettre à disposition le financement, le service, le soutien, mais le travail vraiment sur le terrain, il va se faire par les organismes qui sont déjà en place. Donc, ne pas hésiter à nous faire appel et nous interpeller pour mettre tout le monde ensemble et puis essayer de favoriser l'embauche inclusive justement de personnes en situation de handicap, notamment déficience intellectuelle et spectre de l'autisme. Bien sûr, merci Lassène. Christelle, une autre question pour toi. Est-ce que tes évaluations milieu de travail se limitent aux personnes qui ont une déficience visuelle? C'est sûr, c'est l'Institut Nazareth, ou vous touchez d'autres types de troubles? Il y a peut-être les centres de réadaptation en général versus l'Institut. C'est la distinction qu'il faut faire, non, Christelle, ou je me trompe? C'est ça, nous, à l'Institut, c'est vraiment spécialisé. On est vraiment spécialisé en déficience visuelle, mais il y a d'autres centres de réadaptation qui couvrent d'autres déficiences, là. Oui. C'est ça. On peut trouver leur liste, j'imagine, sur l'Internet, Christelle. Tout à fait. Ça? Oui, j'ai l'impression, oui. C'est-à-dire, tu as des centres, c'est ça, qui aussi, justement, on parlait avec la scène des gens ayant un TSA ou un DI, il y a des centres qui s'occupent de ces personnes-là, hein, j'imagine. Des centres de réadaptation, c'est à Christelle la question. Les centres oui, il y a des centres de réadaptation qui desservent des personnes ayant une déficience intellectuelle. Les CRDI, oui. Oui, voilà, d'accord, parfait, très bien. Merci, désolée Lassène pour la confusion. Il n'y a pas de souci. Je comprends que tu interviennes à chaque fois que… Alors, une autre question pour Magali. Les capsules ont attiré l'attention de participants, Magali. Est-ce qu'elles sont disponibles, ces capsules? On parlait de moyens adéquats pour faire de la formation et de la formation en matière de SST, là. Oui, en fait, les capsules en santé et sécurité sont disponibles sur notre site internet au cqa.ca. Donc, dans l'onglet formation, vous pouvez aller voir, là, il y a différentes capsules de disponibles. Puis aussi, vous pouvez trouver toutes les supervisées avec brio ou comment comprendre les travailleurs avec limitation. Donc, pour bien encadrer les superviseurs, là, sont également sur notre site internet. Oui, c'est intéressant d'intervenir aux deux niveaux là, différents.
Il y a une question pour toi, Lassane, mais je pense qu'il faudrait que je regarde cette information. Je te la partage parce qu'elle t'était adressée, mais je pense qu'elle est plus vaste que ton intervention à toi. Est-ce que la CNESST donc, donne des directives pour rendre les milieux sécuritaires en fonction du type de handicap? Il faudra qu'on regarde ça peut-être de plus près, je ne sais pas. Tout à fait. Est-ce que tu as entendu des choses par rapport à ça? Je ne sais pas. Bon, moi, je sais qu'il y a des mesures justement par rapport à la CNSST pour la sécurité santé-travail pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on fait quand même attention à cette population-là et on essaie de les accommoder. Je ne peux pas vous donner des informations précises parce que je ne suis pas dans le domaine, mais on pourrait envoyer l'information à ce niveau-là. Donc, en termes de l'accessibilité universelle, en termes des accommodements, en termes des obligations que les employeurs, comme dans le logement d'ailleurs, dans le transport, toutes les sphères qui touchent ces personnes en situation de handicap, ils sont tenus par les lois et les règlements de favoriser l'accessibilité universelle et puis toutes les Oui, c'est accommodements. ça. Ouais, donc, À on peut titre partager d'organisme public. On va creuser, si vous permettez, la personne qui a posé cette question-là, parce que je pourrais poser la question aussi directement à la CNSST, parce que moi, je n'ai pas vu. Magali, toi qui travailles tous les jours dans ce domaine, as-tu vu des choses particulières du côté de la commission? Non, même C'est les ça, hein? inspecteurs, quand ils passent chez nous, il n'y a pas du tout de distinction. Même au contraire, souvent, ça va être plus difficile pour les employeurs, étant donné qu'ils prennent, ils veulent, ils comprennent pas bien la réalité des travailleurs, puis ils veulent mettre Du une travail pression à faire. supplémentaire. Ouais. Ouais, Mais il n'y a ouais, pas de ouais. distinction, là. L'obligation à l'employeur est vraiment importante. C'est ça, il y a des principes que tu nous partages, la scène de la question de l'accessibilité universelle, mais après, comment ils redescendent de façon très opérationnelle, je pense que là, il y a encore du travail à faire, peut-être pour la commission, on va regarder ça. Une autre question pour Christelle. Est-ce que tu travailles avec des personnes qui ont un déficit d'attention? C'est autre chose, ça, que la déficience visuelle? Ben, en fait, comme je disais, la personne doit avoir une condition visuelle pour Ouais. avoir nos services. Par contre, il peut y arriver dans certaines situations où la personne elle a une déficience visuelle et un déficit d'attention ou un autre déficience intellectuelle ou un autre trouble associé, là. Un autre handicap associé, c'est possible. D'accord. Et avec ces gens-là, est-ce que tu procèdes pour la personne parler des formations SIMDUT, des formations sur l'ordinateur avec un examen à la fin? Est-ce que la formule du parrainage peut être une formule qui est intéressante pour répondre aux besoins de ce genre de personnes? C'est à moi la question? Oui, toujours. Ben, je pense que oui. Maintenant, quelqu'un qui a une déficience visuelle, il faudrait s'assurer que le matériel est accessible. Ça serait tout. C'est ça. Ça Ce serait que juste. tu disais par rapport à le passage au télétravail aussi, là, ça pose des enjeux différents. D'accord. C'est ça, tout à fait. Parfait. Magali, tu parles du CQA, donc des 36 entreprises qui embauchent au moins 60%, qui ont parmi leurs employés au moins 60% de personnes en situation de handicap. Est-ce que on peut les aussi qualifier secteur public, secteur parapublic ou privé, ou bien non, c'est des OSBL, puis c'est c'est une question de précision de quelqu'un? Oui, en fait, c'est des OBNL, effectivement, des OSBL. Et non, ce n'est pas public, c'est privé. C'est tous des entreprises privées, mais qui vivent avec les. En fait, là, c'est que c'est le programme de subvention des entreprises adaptées. Donc, vous pourriez le trouver sur le site du gouvernement. Là. On travaille avec Service Québec et les services spécialisés de main-d'œuvre. Depuis tantôt, on parle des CSMO, des CMO, donc les services spécialisés de main-d'œuvre et Service Québec pour placer là, les travailleurs avec limitation. Là, mais on est des OBNL. C'est un programme de subvention. C'est un programme du gouvernement. Ouais. Mais c'est tous des entreprises, donc on fait des demandes pour être accrédités. Oui, c'est ça. C'est comme une démarche particulière. Ouais. Une question qui, je voudrais vous poser à tous, puis on va poursuivre d'abord avec Magali, qui est venue par écrit et qui me semble intéressante.
la question de l'accommodement raisonnable dans un contexte de santé-sécurité. Dans l'accommodement raisonnable, il y a raisonnable. Et sous raisonnable, il y a les enjeux aussi de santé-sécurité pour la personne et pour son entourage professionnel. Comment est-ce que c'est un enjeu particulier, Magali, quand on traite des questions de santé-sécurité? Est-ce que parfois on a des injonctions, on veut être dans l'accommodement raisonnable, mais on est en santé-sécurité? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la compatibilité ou l'équilibre? Je ne sais pas comment dire là, mais tu comprends ma question là. Oui, en fait, il y a deux choses là-dedans. Une première, c'est comme nous, nos travailleurs ont déjà des limitations lorsqu'on les embauche. Donc, on a déjà des adaptations qui sont faites pour eux là, quand on les embauche. S'il y a une liaison professionnelle qui laisse des limitations fonctionnelles par la suite, donc il y a des adaptations supplémentaires qui doivent être appliquées. Pour pouvoir être sur le programme de subvention des entreprises adaptées, il faut être productif, mais non compétitif sur le marché régulier. Donc, la personne doit continuer à être productive. Et en fait, là, c'est pas mal, nous, notre limite d'accommodement. Donc, si la personne peut continuer, si on est capable de lui donner un travail productif en entreprise en fonction des diverses limitations qui s'ajoutent à ces limitations initiales, nous, on va l'accompagner là, dans tout ça. Mais là où ça devient un accommodement déraisonnable, c'est lorsque, par exemple, la personne devient apte à faire un plateau de travail. On parlait des CRDI tout à l'heure. Donc, par exemple, la personne devient apte de faire un plateau de travail de par ses limitations. Donc, elle n'a plus la productivité nécessaire pour être en entreprise, considérée comme un employé en entreprise. C'est là que ça devient un peu déraisonnable pour nous. Oui, OK. Christelle, est-ce que toi qui es aussi dans l'évaluation, là, est-ce que c'est un enjeu pour toi dans ta pratique, là, cet équilibre entre l'accommodement raisonnable puis des enjeux réels de santé, sécurité, travail pour l'individu ou pour son environnement? Oui, indirectement. C'est rare que ce soit directement seulement lié à l'enjeu de santé et sécurité au travail, mais il peut y arriver que selon le profil de la personne et les exigences du poste, que l'écart soit trop grand. Je dirais que ça arrive très peu souvent, mais ça peut arriver effectivement. Et puis que pour l'employeur, ça devient un obstacle de pouvoir accommoder, malgré qu'on a l'implication, disons, du CEMO qui va offrir aussi un soutien par CIT, par exemple. Il peut arriver dans certains cas où ça devient une contrainte trop importante dans l'organisation du travail. Mais je dirais que ce n'est pas quelque chose de courant là, que j'ai vu dans mes années. D'accord, c'est encourageant. C'est encourageant, oui. quelque part, ce que tu nous partages. Oui. Lassane, avant que tu partes, une question intéressante, toi qui avais abordé ça dans ce que tu as traité. Le travail de sensibilisation qu'il est nécessaire, tu parlais des préjugés au tout début de ton intervention. Il y a une participante qui parle du travail de sensibilisation qui est nécessaire de faire pour pas que les travailleurs en situation de handicap soient perçus comme des personnes qui ont un risque supplémentaire d'incident ou d'accident. Est-ce que tu veux compléter ton intervention là-dessus? Encore là, c'est vraiment un travail d'éducation et de sensibilisation qu'il faut faire en continu. Oui, Parce que c'est pas juste une fois, mais aussi dans les pratiques. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'avoir une capsule ou une formation en ligne ou, pour dire que oui, finalement, on est exempt de tout préjugé. Je tiens à préciser quand même que les préjugés, tout le monde en a. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'en défaire naturel. de jour au lendemain. Mais le travail, en fait, il faut que ce soit surtout de prendre en considération de ces biais cognitifs et de ces préjugés-là. Et donc, c'est là où c'est important de donner des outils concrets, justement, pour les employeurs, mais aussi les personnes accompagnatrices qui accompagnent ces gens-là pour pouvoir se auto-évaluer eux-mêmes et puis voir comment ils procèdent et voir l'impact un peu de toutes les actions qu'ils font en termes de stéréotypes, préjugés, etc. Donc,
il n'y a pas une recette magique encore là pour lutter contre tous ces stéréotypes-là. Et puis, on ne peut pas, comme on dit le proverbe, on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Mais quand même, il va savoir que l'eau est là quand il en aura besoin. Donc, c'est pareil pour l'information. Ouvrir, ouais, c'est ça. Ouvrir et puis vraiment qu'on parle d'un leadership conscient. Là, c'est vraiment des jargons de nos jours. Le milieu de travail a changé, les exigences ont changé. Il faut qu'il y ait un milieu de travail conscient, inclusif, qui change les paradigmes vraiment de l'horizontalité, de juste être directive, à prendre vraiment le temps de communiquer, hein, communiquer dans tous les sens, écouter ses employés, parmi d'autres moyens, mais aussi de mettre en place des procédures claires. Donc, la sensibilisation, les ressources, c'est pas ça qui manque. Mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté aussi de le faire. C'est ça. Hein? C'est intéressant pour ce que tu dis, c'est on doit être aussi dans le fait d'outiller, c'est pas juste informer, c'est aussi outiller. Donner les outils, accompagner pendant la mise en place, vraiment s'assurer que toutes les démarches, et puis surtout la communication. Quand on parle de la communication, comment parler à ces gens-là? C'est des gens normaux, je veux dire normaux, entre guillemets, neuroatypiques peut-être, ou en situation de handicap, mais ça n'enlève rien à leur dignité. Comme il y a des genres de blagues qu'on ne peut pas se permettre dans un milieu de travail. Oui, c'est ça. Innocente qu'on peut se permettre dans un contexte normal, etc. Mais ça peut vraiment toucher à la sensibilité, à la dignité. Je parle juste d'un exemple anodin comme ça. Et puis ça peut aller comme ça par rapport à comment on travaille, comment on se rapporte à nos collègues, comment voir ces personnes-là. Mais surtout de focuser sur leur potentiel parce qu'ils ont un super beau potentiel de faire des belles choses quand on leur donne l'occasion de shifter le regard sur les limitations parce que tout le monde a des limitations, d'accord? Parlons honnêtement, on n'est pas parfait, hein? On est imparfaitement parfait, qu'on dit. On est parfaitement imparfait, hein? Il n'y a personne qui est parfait. Et donc, se souvenir de ça. Donc, on se souvient tous dans nos premières expériences d'emploi, de stress, de l'anxiété, de nerveuse, etc. Encore plus qu'on le regarde des autres, comment ils nous regardent, ils s'attendent à nous, etc. Donc, important de encore accompagner, éduquer, sensibiliser, mais vraiment mettre tous les moyens à disposition pour que et les collègues, et les superviseurs, et les ressources humaines, et les gestionnaires soient à l'affût vraiment de ces questions-là. Ils cherchent les outils et les ressources parce que ça existe, rien qu'à nous interpeller. On peut vraiment ouvrir le débat, c'est ça. Donc, mettre tous les partenaires autour de la table et les outils. Donc, il y a de changements et puis ça se voit. Quand on s'y met, ça fait une grande différence et c'est pour le bénéfice de tout le monde, pas seulement les personnes en situation de handicap. Merci Lassène, on va devoir arrêter là. Je sens qu'on pourrait discuter toute l'après-midi là avec vous trois facilement et les questions des participants. Je vois qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui n'ont pas pu être répondues. On va regarder ça en détail puis voir les suivis de réponses qu'on peut assurer. Peut-être je vous solliciterai tous les trois pour certaines questions. Je voudrais conclure un peu ce webinaire, déjà en commençant par vous remercier à nouveau de vos éclairages, de votre partage, de votre générosité à nous partager aussi vos pratiques, vos expériences d'acteurs de terrain. Je vous invite, les participantes et participants, à compléter l'évaluation. C'est important pour nous. On essaye de s'améliorer d'un webinaire à l'autre sans cesse. Donc, vous allez recevoir dans votre fenêtre un lien déjà pour l'évaluation, mais vous allez aussi recevoir un courriel de suivi assez rapidement après la fin du webinaire à nouveau avec ce petit questionnaire sondage d'évaluation. Alors, je vous rappelle qu'on l'a enregistré, ce webinaire, pour en faire une rediffusion ultérieure. Donc, là aussi, un courriel va être envoyé sans doute dans le courant de la semaine prochaine avec la vidéo intégrale du webinaire, puis un document ressources complémentaires qui sera enrichi peut-être de références de nos trois invités. On va voir ça.
Ce webinaire, c'est le dernier d'une série de 4. On appelle ça la saison 2 au CCPH. Donc, il clôt la saison 2, une saison qu'on voulait portant sur l'accompagnement. Justement, on en a beaucoup parlé ensemble des milieux de travail. On a prévu avec les membres d'offrir une 3e saison, donc en 23-24. Peut-être selon une formule un peu différente. On va prendre le temps du printemps pour réfléchir tout ça ensemble, faire un bilan des webinaires, puis sans doute aussi vous sonder. Alors au printemps, vous allez sans doute recevoir un sondage qui va nous permettre d'organiser les futures activités virtuelles qu'on voudrait vous offrir. Alors, je vous invite bien sûr à le compléter. Merci d'avance. Et si vous voulez nous suivre d'ici là, vous savez que nous avons des réseaux Facebook et LinkedIn, donc des réseaux sociaux, ainsi qu'une infolettre. Alors, je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez revoir l'intégralité des différents webinaires qu'on a offerts jusqu'à présent, notamment sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous souhaite pour terminer une bonne fin de journée à toutes et à toutes. Et puis, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, un beau début printanier. Merci beaucoup. Au revoir.